Bonsoir, merci de votre attention, merci d'être là. Et je suis pour ma part très heureuse de venir à Aulnay-sous-Bois parler de ce sujet qui est important. Alors, je vais essayer d'être brève et claire. D'abord, c'est un sujet complexe. Effectivement, les sujets s'enchaînent l'un dans l'autre. Le mariage est lié à l'adoption, l'adoption est liée au mariage. Donc, il y a une complexité dans le projet lui-même. C'est un sujet complexe parce qu'il touche chacun de nous. Il ne faudrait pas croire que ça ne touche que les personnes homosexuelles. Ça nous concerne tous parce que nous sommes sommés intérieurement de rendre compte de nos propres choix devant une personne homosexuelle. C'est très important de nous en rendre compte. Et si nos propres choix de vie ne nous satisfont pas, si nous avons un vieux conflit intérieur, si nous avons une rogne, si nous avons quelque chose contre notre propre vie, eh bien je pense que ça colorera nos opinions. Donc je crois que nous avons intérêt à entrer en nous-mêmes et à nous demander profondément comment nous nous situons, si ça nous chahute ou pas, et comment nous évoluons sur cette question. Parce que je me donne en exemple, je suis désolée, mais je me donne en exemple d'une personne qui a évolué. Je ne pensais pas il y a un an ce que je pense aujourd'hui, mais j'ai côtoyé beaucoup de personnes, soit dans la conférence des baptisés, soit des personnes homosexuelles que je peux connaître, et je me suis mieux rendu compte de cette situation, et j'ai aussi sans doute repris de l'assurance intérieure qui me permet d'en parler plus sereinement. C'est un sujet sur lequel nous avons une liberté certaine, mais restreinte, parce que le projet de loi est déposé. On entend de ci, de là dire « Ah, mais on aurait dû faire comme ci, faire comme ça ». Peut-être, mais c'est devant ce projet-là que nous sommes. Et maintenant, ce seront nos députés qui seront chargés des amendements éventuels. C'est un sujet dont les églises, toutes les églises, se sont emparées. Alors que moi, je pense que c'est un débat de société. Et en général, je récuse, du moins en ce qui concerne ma confession, qui est le monde catholique, je récuse que ce soit un débat religieux. Je crois qu'on peut être catholique et avoir une position pour ou contre. C'est en tout cas ma position. Mais il est normal que les églises aient donné leur avis. Bon. À quel titre est-ce que je parle ? Eh bien, certainement que cela pouvait intriguer ou questionner que quelqu'un de catholique exprime un point de vue qui n'est pas le point de vue qui, pour le moment, a pignon sur rue, qui est un point de vue d'opposition. Et à ce titre, au titre du mouvement que j'ai créé, j'ai été effectivement extrêmement en colère contre la décision de l'épiscopat français de donner une consigne unique d'opposition au mariage. L'Église catholique vit dans une société démocratique, mais en son sein, elle n'est pas démocratique. Voilà un constat que je regrette d'avoir dû faire et qui a fait que j'ai pris la parole sur ce sujet. Dès le 15 août, nous avons fait un communiqué en regrettant que le cardinal archevêque de Paris demande aux fidèles de prier pour la défense de la famille traditionnelle. Parce qu'en plus, c'est une prière, c'est quelque chose de très personnel. Oser demander ça aux fidèles est quelque chose qui m'a beaucoup choquée. Voilà pourquoi je ne suis pas... je suis catholique, mais je demande le droit à la diversité des opinions catholiques. Alors maintenant, j'en viens au cœur de la question. Qu'est-ce que je pense de ce projet de loi ? Eh bien, je vais vous répondre sans embâge que je suis en faveur du mariage et que je crois sincèrement que c'est un progrès. Je n'ai pas de réserve pour dire que je crois que c'est un progrès. Mais peut-être contrairement à ce que j'entends souvent dire, ce n'est pas la question de l'égalité des droits qui me pousse. Mais ça, c'est une question de sensibilité, on en discutera peut-être. Mais c'est la question de la souffrance des personnes homosexuelles qui me pousse à dire qu'une démocratie avancée doit pouvoir reconnaître la souffrance et par conséquent les droits des minorités sexuelles. Voilà. Et je pense que nous aurions intérêt
à ne pas parler de normes. De temps en temps, on entend dans le discours des opposants « Ah oui, mais ce qui est normal, c'est le mariage entre un homme et une femme ». Peut-être, mais Dame Nature a fait des personnes hétérosexuelles et elle a fait des personnes homosexuelles. Donc invoquer la nature me paraît malhonnête. C'est la nature qui nous vaut cette complexité et qui nous demande de répondre à ce défi par une parole humaine, fraternelle, dans laquelle tout le monde est accueilli et a le droit de vivre honorablement. Voilà, voilà ce qui me pousse. Mes motivations sont là. Et je constate à regret que beaucoup d'opposants au mariage le voient comme une menace. Mais en quoi les menacent-ils ? En quoi le mariage hétérosexuel est-il menacé par un mariage homosexuel ? Je ne le crois pas. Ils pourront continuer à vivre comme ils le voudront, ils pourront magnifier le mariage qu'ils vivent comme ils l'entendent, ils ne sont pas lésés. Voilà. Donc ça, je crois que derrière, il y a une peur. Et nous ne nous en rendons pas toujours compte, mais quand nous disons « Ah ben c'est pas normal un mariage entre deux hommes ou entre deux femmes », eh bien, indirectement, c'est de l'homophobie. Nous avons souvent du mal à nous en rendre compte, mais je vous livre ma position, je crois que c'est de l'homophobie. Voilà. Alors, la première condition, voilà, j'en finis sur la question du mariage en lui-même. Je crois que la première condition d'une paix sociale, eh bien, c'est la vérité de notre identité. Voilà, peut-être que ça, c'est une idée un peu neuve. On parle souvent de la paix sociale en matière économique et professionnelle, c'est vrai, mais la vérité sur notre identité me paraît être une condition de la paix sociale. Et que des personnes homosexuelles soient obligées de se cacher et de ne pas dire leur homosexualité parce qu'ils auraient à gérer des oppositions ou des désaccords ou des reproches, pour moi, c'est pas normal. Voilà. Donc, je plaide ardemment pour que cette loi sur le mariage passe parce que je crois que c'est un progrès et que c'est un honneur pour une démocratie avancée. Et ça, c'est une position citoyenne que je prends au nom de ma citoyenneté. Voilà, tout simplement. Maintenant, j'aborde le second volet de la question, qui est celui des enfants. Bon, pour lequel je suis plus prudente, parce que la situation est beaucoup plus complexe. Il y a quantité de cas d'enfants, et peut-être que toutes les solutions doivent être différentes dans chaque cas. Il y a d'abord, je veux affirmer que je suis bien convaincue qu'un enfant peut être très heureux au milieu de deux parents homosexuels. Cela ne me paraît pas souffrir de doute. Je crois qu'il peut être très aimé, je crois qu'il peut être très désiré, et qu'à condition que l'amour ne soit pas possessif, eh bien, mais ça c'est pareil pour des tas d'autres situations, à condition que l'amour ne soit pas possessif, l'enfant peut être très bien élevé dans une famille homosexuelle. Donc je n'ai pas de problème avec ça. Mon problème est dans la remontée générationnelle de cet enfant. C'est le problème de la filiation, pour lequel je souhaiterais que on imagine, on invente ensemble, on mette sur pied des commissions de réflexion, des lieux de débat, parce qu'il y a des choses qui me paraissent profondément nécessaires au bien des enfants, et il y a aussi des choses que nous pouvons inventer, peut-être avec le secours des parents homosexuels eux-mêmes, qui vont avoir un regard neuf sur ces enfants et qui vont probablement nous apporter des choses nouvelles. Et pour moi, ce sera un enrichissement d'écouter ce qu'ils nous apporteront. Voilà. Alors, en quoi est ma question profondément ? Ma question est que j'ai des inquiétudes devant la PMA et devant la gestation pour autrui. Alors, la PMA existe déjà pour des couples hétérosexuels. Bon. Mais la procréation médicalement assistée, c'est-à-dire le fait d'inséminer artificiellement des gamètes mâles à une femme. Bon. Cette PMA existe déjà pour des couples hétérosexuels. Alors effectivement, le donneur n'est pas le père juridique. Bon. Il y a donc une certaine tromperie. On peut soutenir qu'il y a une tromperie.
Mais pour l'imaginaire, pour le psychisme d'un enfant, je pense qu'il peut constituer sa filiation avec un père et une mère de façon plus simple. Je ne dis pas que l'une est normale et l'autre est anormale. Je me situe au niveau de la simplicité de la vie de l'enfant et de son psychisme pour qu'il surmonte les difficultés de son assise générationnelle dans les conditions les meilleures. Vous voyez, je n'en fais pas du tout une question de normes, mais je voudrais que la vie des enfants soit facilitée. Bon. Alors, dans le cas, on nous dit aujourd'hui, effectivement, c'est une hypocrisie de laisser les PMA en faveur de 2 personnes, femmes homosexuelles, se faire à l'étranger. Mieux vaudrait les régulariser tout de suite, les autoriser en France pour des personnes homosexuelles, de manière à ce qu'il n'y ait plus ces déplacements vers la Belgique, etc. Bon. Alors là, on franchit quand même, pour moi, un seuil sur lequel je voudrais débattre. Peut-être qu'on débattra ensemble, peut-être qu'avec M. Loiseau, on pourra en parler, mais ça me pose une difficulté certaine, parce que je ne souhaite pas qu'on voit se multiplier des enfants qui nous viennent de boîtes et qui n'auront plus accès, qui ne sauront pas que leur père avait, je sais pas moi, des tics, du diabète, un passé médical et puis un passé culturel. Bon, ça me gêne, voilà. Et je serai sans doute plus à l'aise dans 30 ans, je n'y serai plus, mais vous, plus jeune, vous le verrez, je serai plus à l'aise quand la science aura progressé, la science qui promet que dans 30 ou 40 ou 50 ans, on pourra, par des cellules souches, avoir un enfant de 2 hommes et de 2 femmes. Pour le moment, ce sera possible de 2 femmes, mais ce sera peut-être dans l'avenir possible aussi, je sais, voilà, c'est plus difficile, ce sera possible pour 2 femmes. Ça me gênerait moins. Ça me gênerait moins parce que l'enfant aurait ses 2 parents génétiques avec lui pour grandir. Quant à la question de l'altérité, c'est-à-dire le fait de côtoyer, d'avoir 2 parents de sexe différent, je pense que, naturellement, c'est plus simple pour les enfants de faire cette expérience primaire, c'est-à-dire originelle, d'altérité d'un homme et d'une femme. Bon. Mais je crois que l'enfant est capable de construire, c'est ce que disent certains psychologues, l'enfant est capable de construire son altérité, alors peut-être faut-il faire confiance. Mais il faut bien se rendre compte que tout ce que l'enfant est capable de faire, c'est peut-être au détriment d'autre chose. Quand il fera ça, il ne fera peut-être pas autre chose. Donc, voulons-nous charger la barque des enfants ou saurons-nous être assez attentifs pour lui donner les conditions les meilleures pour qu'il puisse grandir? Voilà, je vous ai résumé ma position. J'ai peut-être dépassé mon temps, mais je vous remercie.